Cette semaine, à Duo, je reçois Marie-Ève Doyon. Elle est consultante en relations publiques de jour et chroniqueuse politique dans ses temps libres. Ça me fait penser à quelqu'un. C'est un peu comme moi, finalement. Ensemble, on va se pencher sur une déclaration qui a marqué l'actualité politique cette semaine. Je suis Antonine Iaccarini. Bienvenue à Duo. Au moment d'enregistrer cet épisode, on est le 8 mars, c'est la Journée internationale des droits des femmes. Il y a quelques jours, l'Assemblée nationale, pas la nôtre, par contre, celle qui se trouve à Paris, a enchâssé le droit à l'avortement, l'IVG, comme ils disent, dans la Constitution. C'est un geste qui est symbolique, mais pas seulement symbolique, selon le premier ministre Gabriel Attal. Oui, la liberté d'avorter reste en danger, consubstantiellement menacée, car tout dans notre histoire le prouve. Nos libertés sont par essence menacées, par essence fragiles, par essence à la merci de ceux qui en décident. Et lorsqu'on veut s'en prendre aux libertés d'un peuple, c'est toujours par celle des femmes qu'on commence. C'est l'extrait d'un très long discours qu'il a prononcé dans lequel il nous invite à ne pas prendre nos droits, nos libertés pour acquises. Il invite à ne jamais baisser la garde. J'ai eu envie d'en discuter avec Marie-Ève Doyon parce qu'elle m'a déjà mentionné, imaginez-vous, ne pas vouloir l'étiquette de féministe. Et ça m'a rendue très curieuse parce que j'ai l'impression que c'est une appellation assez large finalement et assez de base. Donc, on va éclaircir ça ensemble. Salut Marie-Ève. Salut. Je suis curieuse d'avoir ta perspective cette semaine parce que la déclaration du premier ministre français nous donne l'occasion un peu de faire le point sur les droits des femmes en 2024. D'abord, cette journée des femmes, la journée de la femme, comme on disait avant, elle représente quoi pour toi? Bien, c'est une journée de mémoire, d'abord et avant tout. Je sais qu'on veut célébrer les avancées dans nos sociétés, mais c'est une mémoire qu'on doit avoir et un respect envers toutes les femmes qui sont venues avant nous. Et Gabriel Attal, quand il faisait cette citation-là, il citait Simone de Beauvoir qui disait qu'on attaque toujours les droits des femmes pour réduire ceux d'une société. On n'a qu'à regarder chez nos voisins du Sud. Ce qu'on croyait être un droit à l'avortement, c'était finalement un droit à la vie privée dans l'arrêt Roe v. Wade aux États-Unis. Arrêt que c'est engagé à renouveler le président Biden s'il est réélu l'automne prochain envers et contre la Cour suprême américaine. Alors, les droits des femmes sont perpétuellement fragilisés, mais pas uniquement parce qu'elles sont asservies, parce qu'elles sont obligées de répondre à des hommes qui les oppriment, parce qu'on contrôle leur corps. La France fait aujourd'hui, parce que c'est ce 8 mars, c'est ce jour même que le président français Emmanuel Macron et le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, ont vraiment scellé dans une cérémonie publique la Constitution française pour inclure un nouveau droit dedans. Ici, ça nous arrive d'utiliser une clause bien particulière qui nous permet de retirer des droits envers et contre les tribunaux, alors que dans d'autres endroits, on le voit, les pères de la Constitution et des droits de l'homme, bien, ils en rajoutent des droits dans leur Constitution. Parce qu'on ne pourrait pas faire la même chose. Là. Ce qui est en train de se passer en France, ça ne serait pas nécessairement possible au Canada ou aux États-Unis. Les systèmes politiques sont différents. Nous, ici, pour faire des changements constitutionnels, ce n'est pas tout à fait le même processus. Mais encore, faire des changements constitutionnels en France, ce que ça a demandé, c'est que le Sénat s'assoie et travaille de manière consensuelle pendant 1 an. Au Québec, on a rajouté des droits récemment, entre autres celui d'avoir l'aide médicale à mourir. Ça a été fait au Canada aussi. Ça a été fait de manière conjointe. Tous les partis représentés au Parlement, à Ottawa et à l'Assemblée nationale ont travaillé ensemble parce qu'ils sont d'accord. Alors, c'est possible pour tout le monde et c'est la mission que se donne Emmanuel Macron dans son nouveau quinquennat de dire non seulement on l'a fait en France, on veut que ça se fasse en Europe et après ça, on veut être le leader dans le monde. Et je pense que la France se donne une posture de droits de l'homme comme elle l'a été dans le passé. On veut revenir à une France qui va guider ces droits des individus, égalité, fraternité, liberté. Oui, prendre un certain leadership sur la question. D'ailleurs, Gabriel Attal a listé plusieurs exemples de recul. Tu as parlé des États-Unis, évidemment. L'avortement est en train de devenir un enjeu carrément électoral. Il a parlé aussi des Polonaises, des Afghanes, des Iraniennes. Est-ce que tu penses qu'ici, on est plus à l'abri des reculs que dans ces pays-là? On n'est jamais à l'abri des reculs.
On n'est pas à l'abri des reculs parce qu'ils sont sournois. Gabriel Attal le disait dans son discours, puis on devrait s'en inspirer de dire chaque fois qu'on pense qu'un droit est acquis, on baisse la garde. Et on pourrait élargir ce débat puis parler, entre autres, du fait français au Québec et de l'idée d'une nation souveraine ou d'être un pays indépendant. Puis plusieurs détracteurs de l'idée de la souveraineté du Québec disent, bien, si un jour le Québec est souverain, il va moins être inquiet de sa posture et de sa protection de la langue française et devenir autant plus menacé puisqu'il ne se méfiera plus. Jamais, jamais baisser la garde. Ici, au Québec, Martine Biron a souhaité renforcer le droit à l'avortement. Elle voulait passer par des voies législatives, des voies légales. Finalement, elle a reculé. Les groupes féministes, notamment, lui ont expliqué que ça allait peut-être pas faire l'effet souhaité en bout de ligne et que le droit à l'avortement était relativement garanti. Ici, c'est plutôt l'accès à l'avortement qui va être, disons, le sujet des actions de Martine Biron. On veut aller plutôt vers les soins de santé. Est-ce que tu penses que c'est la bonne approche à adopter au Québec? C'est une des bonnes approches. On le sait, au Nouveau-Brunswick, notamment, il y a plusieurs cliniques qui existaient, qui se sont finalement réduites comme peau de chagrin. Donc, c'est de plus en plus difficile d'obtenir des services d'avortement ou d'interruption volontaire de grossesse, puisque c'est difficile de voir un médecin. Vous avez mal au dos, vous avez de la misère à voir un médecin. Vous avez besoin de contraception, vous avez de la misère à voir une clinique. Vous voulez parler à quelqu'un, vous appelez le 811, vous attendez 4 heures. Quand vous êtes en détresse puis que vous avez besoin d'interrompre une grossesse, qu'elle soit désirée ou non, il y a plein de raisons qui font qu'une femme puisse vouloir interrompre sa grossesse. Mais si vous n'arrivez pas à avoir un professionnel de la santé dans les tout premier jour où vous allez avoir probablement accès à une interruption de grossesse qui va être par médication orale, mais vous allez devoir subir un avortement physique avec des outils mécaniques. C'est beaucoup plus violent pour les femmes, qui est souvent moins sécuritaire, alors que dans notre réseau, ça se fait toujours de manière sécuritaire parce que c'est encadré, mais encore faut-il y avoir accès le plus tôt possible dans la grossesse. Parce que plus c'est compliqué, plus cette liberté, ce droit qu'on a, finalement, ben ça devient un peu plus théorique. Surtout, par exemple, si on pense à des jeunes femmes qui peut-être doivent faire ces choses-là en cachette de leur famille. Il y a toutes sortes de situations personnelles qui peuvent survenir. Donc, plus c'est compliqué d'avoir accès aux soins, finalement, moins le droit devient effectif et réel. Tout à fait. Il faut de la disponibilité des services. Puis il faut aussi agir tôt, puisque plus la grossesse avance, plus la femme se retrouve dans une situation où c'est difficile de reculer. Quand une femme, d'abord, parfois elle est dans le déni avant de se rendre compte qu'elle est enceinte, mais quand une femme réalise qu'elle est enceinte avant que ça commence à paraître, c'est beaucoup plus simple que de devoir expliquer pourquoi tu avais un bedon puis tu n'en as plus. Il faut se mettre aussi dans des positions où est-ce que ça devient un drame et ça devient l'opprobre parce que tu as le jugement de te faire expliquer. Au Québec, il y a encore des gens qui disent que l'avortement ne devrait pas être considéré comme un moyen de contraception. Et c'est tout à fait ridicule. Il n'y a pas une femme qui veut subir un avortement parce qu'elle a mal utilisé la pilule contraceptive, parce qu'elle a mal utilisé le condom. Peu importe, ce n'est pas un moyen de contraception. C'est un mythe qu'une certaine droite réactionnaire utilise ouais. Et sur plein de réseaux sociaux. Puis pourquoi la question de l'avortement, à ton avis, est aussi centrale dans cette lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes? Pourquoi c'est ce sujet-là, finalement, qui revient toujours dans l'actualité? Bien, d'abord, c'est un sujet qui est facile à illustrer. Hein? On est capable de caricaturer, de grossir. On a des pro-choix et des pro-vie. Est-ce à dire que si tu es pro-choix, tu es anti-vie, ou si tu es pro-vie, tu es anti-choix? C'est facile de faire ces amalgames-là. On est dans un univers aussi où, pendant tant d'années, il n'y a eu que des hommes au pouvoir. Il n'y a eu que des hommes pour prendre des décisions. Alors aujourd'hui, chaque fois qu'une femme reçoit un nouveau droit, on dirait qu'on l'enlève à quelqu'un, ce qui n'est pas exact à mon avis. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis c'est plus imagé que de parler de l'égalité salariale, par exemple, ou de l'égalité dans les pouvoirs. C'est plus émotif aussi. Ben oui, évidemment, parce que le droit à l'avortement, là, c'est aussi opposé à l'image d'un petit bébé dont bien charmant, innocent et que tous veulent prendre dans leurs bras, alors qu'on parle d'un amas de cellules non viables dans 99 % des cas. Moi, tu vois, la question de l'avortement, quand j'essaie de l'expliquer à des gens qui peut-être ont des résistances ou des émotions par rapport à... Il y en a encore beaucoup. Il y en a quand même plus qu'on pense. Mais ils sont gênés d'en parler. Non, puis ils sont gênés d'en parler. Ils le savent que c'est un tabou. J'essaie de leur expliquer que pour la femme, tant que des gens pourront prendre des décisions sur leur corps,
ben l'égalité n'est pas possible. Avoir un enfant dans la vie d'une femme, ça change tout. Avoir un enfant pour, par exemple, une jeune femme de 17 ans... Que tu le gardes ou pas, hein? Moi, quand j'entends la réponse « l'adoption existe », là, attends une minute, là, allez-vous porter la vie dans votre corps pendant 9 mois? J'ai un frisson quand tu dis ça, Marie-Ève, parce que c'est horrible. L'idée que des gens pensent qu'ils peuvent avoir un impact sur une décision qui est aussi grave pour une personne, ça me tue. Puis tant qu'il y a des gens qui vont pouvoir décider pour quelque chose qui se passe à l'intérieur de notre corps, ça ne fonctionnera pas. Ah, bien là, on alimente une autre affaire, par exemple, parce que toutes les personnes qui se disent anti-vax, elles revendiquent le droit de décider ce qui se passe dans leur corps. Qui disent « Je ne le veux pas, ce vaccin-là, on va me l'imposer. » Puis on s'entend qu'il n'a jamais été imposé à personne. Il n'a pas été imposé. Il n'a pas été imposé. Il y a eu des conséquences. Bien puis là, on sûr. dit « On m'a fait des menaces. » C'est pas vrai, mais chaque choix entraîne des conséquences. Mais c'est vrai que c'est grave quand même comme décision si un gouvernement décidait de mettre la vaccination obligatoire. Il y a certaines maladies pour lesquelles elle l'est, par contre. Puis il y a des maladies à déclaration obligatoire. Oui. Mais Justin Trudeau a bien, à un certain moment, des fois, Justin Trudeau, il est assez idéologue, mais à un moment, il a cassé un opposant qui était un opposant, je me rappelle, en lui demandant « Oui, mais vous êtes contre la vaccination, vous ne voulez pas vous faire vacciner, pourquoi vous voulez imposer à quelqu'un de porter un corps étranger dans son corps pendant tant de mois qui va changer sa vie à tout jamais? Qui êtes-vous pour dire à une femme comment se comporter envers son propre corps? » Ça met nos propres contradictions aussi sur la table. Là, je veux quand même parler de cette étiquette de féministe. On parle d'avortement, on parle d'IVG, mais ce n'est pas les seuls enjeux, évidemment, qui existent encore aujourd'hui. Pourquoi tu refuses cette étiquette de féministe? Je refuse cette étiquette de féministe parce que pour l'instant, pour moi, elle est encore teintée d'un militantisme vindicateur, d'une idée que si on est féministe, on est contre quelque chose. Puis quand on me dit, tu ne comprends pas, Marie-Ève, qu'est-ce que c'est que le féminisme? Puis j'ai plein d'amis féministes, puis ma chum Christiane Pelchat doit s'arracher les cheveux sur la tête si elle m'entend, mais... Ne pas comprendre, c'est pas ne pas adopter le mot. Moi, le mot féminisme, quand je dis devant qui que ce soit que je connais et qui se dit féministe, moi, je ne le suis pas, là, on me fait la morale. Et qu'est-ce qu'on m'explique? C'est que je ne comprends pas. Je ne respecte pas les femmes qui sont venues avec moi. Je suis ingrate. Et c'est exactement le même discours qu'on fait, par exemple, à une femme qui porte le voile ou qui ne veut pas le porter pour la victimiser à l'inverse. Pourquoi tu fais ça? Tu ne comprends pas le poids de tes choix. On a exactement le même discours envers une femme qui ne se dit pas féministe qu'on l'aurait envers quelqu'un qui a des valeurs qui sont contraires à la morale. Ce n'est pas une étiquette qu'on devrait absolument porter. Je pense que ça dépend de nos comportements. Puis on me dit souvent, ben oui, mais tout ce que tu fais, Marie-Ève, c'est féministe. Tu as un micro, comme tant d'hommes en ont eu. Tu as des privilèges d'emploi. Tu es une entrepreneur. Tu es pour l'égalité homme-femme. Tu es pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais pour l'égalité, pour moi, ça ne devrait pas porter masculiniste ou féministe. Demain matin, tu me dis, moi, je suis masculiniste. Et pour moi, masculiniste, ça veut dire l'égalité entre les hommes et les femmes. Là, je suis vraiment si en on désaccord. dit, je suis féministe, je suis pour l'égalité. Non. Sinon, ça ne porterait pas le mot femme à l'intérieur. Fait que tu es égalitariste. Ben, on pourrait dire ça comme ça. Moi, je suis en faveur de l'égalité des chances. Je suis en faveur de la justice sociale, de la justice pour tous et pas au détriment de quelqu'un d'autre. Et pour moi, le mot féminisme est encore teinté de reprendre un droit à quelqu'un et non pas de donner les droits à tous. Alors que c'est pas ça du tout. En fait, c'est... Mais je le sais. Allez, explique-moi pourquoi je devrais être féministe. Je comprends pas. Non, je vais pas t'expliquer pourquoi tu comprends pas. Oublie ça. C'est pas du tout mon approche dans la vie, mais le contraire de féministe... En fait, le masculiniste, c'est le contraire pour moi de féministe. Ce n'est pas l'équivalent masculin de féministe. C'est pour ça que je te dis, le mot est connoté parce qu'il a... par sa sémantique. En fait, ce mot-là s'est mis à exister parce qu'il n'y avait pas cette égalité-là. Tout à fait. Puis que la société était dominée par les hommes. Donc, puis on n'a même pas tout à fait terminé le combat. Fait que pour moi, masculiniste, c'est un terme un peu... En fait, pour moi, c'est de l'anti-femme, être masculiniste en bout de ligne. Alors, est-ce qu'être féministe, c'est être anti-homme? Non, parce que... Tu comprends le pendant des deux? Je comprends tout à fait. Moi, je me bute? Par contre, pour moi, le féminisme est nécessaire et l'étiquette n'a pas une connotation anti-homme. Elle a juste la connotation de vouloir rattraper toutes ces millénaires où la femme était
pratiquement effacée de l'espace public et n'avait pas de pouvoir décisionnel. Donc, pour moi, elle est là, la nuance. Et c'est le même débat que quelqu'un qui dit que le patriarcat devrait être appelé le matriarcat. Mais dès qu'on oppose masculin-féminin, je pense qu'on demeure dans une opposition. On n'est pas tous dans une marche ensemble. Et en plus, quiconque ne se dit pas féministe aujourd'hui est pointé du doigt. On a eu des ministres dans le passé qui disaient « Moi, je suis pas féministe. » L'hystério, pour ne pas la nommer. Oui, pour ne pas la nommer. Puis elle a été obligée de faire le walk of shame puis la honte de dire « Ah, ben finalement, j'ai changé d'idée, j'ai évolué ou j'adopte un vocabulaire. » J'ai l'impression qu'on refuse aussi cette étiquette-là parce qu'on l'associe à des extrémistes, comme par exemple les écologistes. On pense que les écologistes, c'est ceux seulement qui s'attachent après les arbres puis qui sont contre tous les projets puis tout ça, alors qu'être écologiste, c'est pas nécessairement seulement ça. Est-ce que tu trouves que les extrémistes dans les mouvements, puis notamment dans le féminisme, viennent un peu gâcher cette appellation-là? Je pense qu'elles sont nécessaires. Je pense que de défoncer des portes souvent fermées, pas juste des portes ouvertes, on a besoin de ces femmes. Et je suis la première à honorer les femmes qui sont venues avant nous, à avoir du respect pour elles, mais je pense pas que je leur manque de respect quand je refuse une appellation dans laquelle moi, je ne me reconnais pas. J'ai eu la chance de grandir dans une famille où les garçons et les filles étaient à quantité égale et à droits égaux et à traitement égal. On est tous différents. C'est pas vrai qu'une femme, c'est un homme. C'est pas vrai qu'une femme peut être pareille comme un homme. Est-ce qu'on peut être égaux en droit? Tout à fait. Mais est-ce qu'on est pareil? Est-ce qu'on va vouloir faire exactement les mêmes choses? Puis faites juste regarder, là, on a donné plein de droits aux femmes, puis puis je suis tout à fait d'accord. Tu sais, le droit au congé parental, le droit à l'équité au travail. Et soudainement, tranquillement, là, il y a plein de pans de notre société qui s'effritent, puis on n'ose pas en parler, là. Mais avant, nos enfants étaient à la maison avec des mamans. Aujourd'hui, ils sont dans des services de garde, puis on a des mamans qui sont au travail, puis on se pose plein de questions sur pourquoi la société, nos vieux, ils restaient à la maison avec la plus vieille de la famille qui s'occupait des vieux. Puis là, on se dit, bien, pourquoi notre réseau déborde? Parce qu'on a une période de passage qui est difficile où, oui, les femmes accèdent au marché du travail, mais les hommes, en équivalent, ne prennent pas plus de responsabilités dans la vie privée ou dans la sphère familiale. Puis là, bien, on enlève finalement une force de travail qui a toujours été bénévole pour l'amener travailler, puis on ne sait plus comment la remplacer. Il y a un équilibre à faire qui est important, puis j'ai loin de moi, puis je veux faire attention, là, loin de moi dire que la femme doit retourner au foyer. Jamais de la vie, la femme ne doit pas être dépendante, asservie dans un univers où elle reste dans des situations déplorables parce qu'elle n'a pas de moyens et de dépendance. C'est des situations toxiques. Mais on doit réaliser qu'il y a un pan de notre société qui a de la difficulté aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les femmes sont ailleurs. Parce que les femmes sont moins disponibles. La charge s'est doublée. Tout à fait. Maintenant, il faut qu'on soit bonne au travail, 100%, qu'on continue à être une mère performante, continuer à avancer dans notre carrière. Est-ce que c'est ça le combat féministe, je le dis comme un gros mot féministe, que les hommes aussi prennent leur parti des tâches qui étaient traditionnellement réservées aux femmes à l'époque? Est-ce que tu penses que c'est ce qui améliorerait la qualité de vie des femmes maintenant? Bien, pas juste que les hommes le fassent, que socialement on le reconnaisse. Que ce soit pas un tabou, puis que ce soit pas vilain de reconnaître que s'il y a des choses qui vont moins bien, il y a aussi une portion de notre société qui était toujours tenue à bout de bras par des femmes, sans salaire, et qui méritent une rétribution et qui méritent d'être occupés comme espace par d'autres gens. Tu sais, on est beaucoup dans l'État va prendre en charge. L'État prend nos vieux parce qu'ils n'ont plus d'enfants. L'État prend nos enfants parce que les femmes travaillent puis les hommes aussi. Alors, à un moment donné, l'État ne peut pas éternellement se substituer à la vie privée. Je pense qu'il y a une idée que nos personnes aînées sont importantes, qu'on doit les garder dans leur maison le plus longtemps possible. Pas juste les confier à une espèce de boîte en béton où est-ce qu'il y a quelqu'un qui les nourrit vite, puis qui les lave juste de temps en temps quand ça donne, que dans nos familles, on doit prendre plus soin de nos proches, pas juste les filles, les garçons aussi. On doit prendre soin des enfants, on doit prendre soin des aînés, puis notre société va se rééquilibrer. Mais pour l'instant, on est vraiment vers une société de performance où tous doivent travailler davantage, puis l'État est obligé de prendre la charge supplémentaire qui était bénévole. Marie-Ève, en ce 8 mars, je m'en voudrais de ne pas jaser avec toi de politique un peu quand même, parce que toutes les deux, on a été dans des cabinets politiques. Tu commentes la politique également. Est-ce que c'est plus dur encore pour les femmes de faire de la politique en 2024? C'est quoi l'état des lieux à tes yeux?
C'est un état des lieux un peu comme celui du combat et du mot féministe. Là. Moi, je ne suis jamais embarquée dans l'idée de les femmes l'ont plus dur. On n'a pas les mêmes commentaires. Quand nous, comme commentatrices, puis tu le vis comme moi, Oui. quand on se fait attaquer sur notre physique, sur notre intelligence, on se fait dire qu'on est conne, qu'on est laide, qu'on est grosse. La semaine passée, c'était l'histoire que je devrais aller manger des cheeseburgers, la grosse. Tu sais, des affaires de même, on dira jamais ça à un homme, à l'exception d'un obèse morbide ou une chose comme ça. On va l'attaquer sur son parcours, sur ses idées, mais on ne l'attaquera pas nécessairement tout de suite sur son physique et sur sa sexualité. Salope, plotte, pute, pardon si vous avez des enfants qui écoutent ce délicieux podcast, mais ils vont les entendre un jour dans leur vie. C'est vrai. Alors, il y a ça. Et il y a aussi l'idée que tout ce qui est perçu chez une femme comme une faiblesse, l'émotivité, la colère, les sautes d'humeur, c'est perçu comme une force chez un homme. Ah, il est proche de ses sentiments. Ah, on le voit, il est sanguin. Ah, on le voit, il ne se laisse pas piler sur les pieds. Il y a encore cette idée que la femme est hystérique et incapable d'occuper des postes. On l'a vu et relisez, là, dans les dernières semaines, les mairesses qui ont démissionné. Relisez, allez voir, c'est souvent, s'il n'y avait pas tant de femmes, c'était pas comme ça quand il y avait des hommes, elles sont pas faites assez fortes, s'ils sont pas capables, if you can't stand the heat, get out of the kitchen. Ça demeure et il faut continuer à avancer pour éviter que tout ça continue de se détériorer parce que je pense que ça empire, ça ne s'améliore pas. On nous dit il fait trop chaud. S'il fait trop chaud, sort de la cuisine, mais en même temps, on nous invite souvent à y retourner aussi dans notre cuisine. Moi, je suis bien dans ma cuisine. Je cuisine comme une reine, j'adore recevoir. Oui, alors, mais on va parler de politique. Écoute, Marie-Ève, on aura l'occasion d'en reparler, c'est certain. Merci d'avoir été avec nous pour cette discussion. J'espère que vous avez apprécié. La semaine prochaine, c'est le budget. Je ne sais pas ce sera quoi la citation de la semaine, mais disons que je me doute qu'on va jaser de finances. Vous avez été plusieurs à vous abonner au balado, à nous donner 5 étoiles la semaine passée. Cette semaine, moi, je vous invite à vous abonner à notre page Instagram pour voir nos invités, pour nous donner vos commentaires et vos suggestions. À la semaine prochaine.